Salut, salut! Bienvenue au 12e épisode du balado Vicky à la ferme. Je me suis déplacée dans ma belle région de l'Outaouais, à Gatineau plus précisément, où j'ai rencontré les copropriétaires de Les Serres Gatineau. Nous avons tourné l'épisode dans le magasin des Serres. J'ai dû enlever le son des frigidaires et la chambre froide. Puis, je crois que mon système pense que ma voix est un frigidaire, donc ça se peut que des fois, je sonne un peu robot. Je suis désolée de tout ça. Le balado, pour moi, c'est un beau hobby. Donc, j'apprends en fait, à chaque épisode comment tout faire. Donc, soyez indulgents. Merci beaucoup pour votre écoute. Le balado est présenté par Petit Bouton Rose. Petit rappel que la vente des articles pour la collection en collaboration avec Écoute Agricole est toujours en cours. Donc, un pourcentage des ventes seront donnés en don à l'organisme. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Et sur ce, je te souhaite un excellent épisode. Bon balado! Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui en direct du magasin. Je me dis de la serre, mais on n'est plus dans les serres. Donc, on est dans le magasin de Les Serres Gatineau. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi c'est Caroline, je suis copropriétaire des Serres Gatineau et la maman de deux beaux grands-enfants, Antoine de 12 ans et William de 10 ans. Moi, je suis dans la tranche d'âge de 39 ans, donc je suis dans ma dernière tournée de la trentaine avant de tomber dans le grand 4-0. Alors bonjour, Patrick Guy, donc je suis le conjoint de Caroline, copropriétaire des Serres Gatineau. J'ai 43 ans et je suis aussi bien sûr le papa des deux petits. Oui, c'est ça. Ça fait, cette année, ça fait quoi, 15 ans qu'on est ensemble, puis 15 ans de mariage, 19 ans de fréquentation. Ouais, de vie commune. Merci beaucoup. Donc, j'imagine, comme le nom le dit, Les Serres Gatineau, on n'est pas dans la production laitière en ce moment. Donc, ce que vous avez, vous, dans vos serres, vous pouvez vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous pouvez vous dire aussi depuis quand que vous êtes propriétaire des serres. Donc, on est copropriétaire, ça fait, en fait, on a commencé notre 3e année complète de culture. Ça va faire, ça va être, dans le fond, ça va faire 4 ans là, qu'on est copropriétaire. Les serres appartenaient à mon oncle et ma tante avant, donc eux n'avaient pas de relève directe, là, donc c'est nous qui a manifesté notre intérêt de prendre possession des serres. Eux, ils voulaient profiter de leur retraite, dans le fond, profiter de leur été, aller à la pêche, faire des choses qu'ils aimaient. Donc c'est ça, on a 5 serres pour un total de 15 000 pieds carrés, où on fait de la production maraîchère, là, c'est-à-dire qu'on produit des tomates cerises, des poivrons, des concombres, de la laitue, du gingembre. Oui, c'est ça, production maraîchère là, vraiment diversifiée. Les serres existent depuis 2002. Donc, nous, on a pris possession, comme on a commencé le projet en 2017, on a pris possession en 2019. Puis, ce qui nous démarque beaucoup, c'est justement au niveau de la durée. Là, on commence nos récoltes au mois d'avril, on fait nos semis au mois de décembre. Donc, le magasin est ouvert vraiment du mois d'avril et à cette année, on espère se rendre jusqu'au mois de décembre. Donc, vraiment des longues saisons. C'est ce que permet là, justement la production en serre. Versus un jardin à l'extérieur que le gel empêche plusieurs choses. C'est ça, un jardin ou de la production en champ où justement il faut avoir la grosse machinerie, de l'équipement, vérifier justement dans le fond ses sols, si on peut aller travailler avec cette machinerie-là, tout ça. Nous, dans le fond, on produit, tous nos légumes sont produits en bac, donc c'est des bacs dans lesquels on rajoute du terreau. Puis, dans le fond, ce qui nous permet tout simplement là, d'être justement là, de partir de nos légumes tôt, puis de pouvoir travailler tôt dans les serres, tôt dans la saison, là, finalement, dans les serres. Fait que
c'est pas mal agréable quand on est au mois de janvier, février, puis il fait comme 25 degrés, là, on est en t-shirt dans les serres, fait que c'est pas mal agréable de travailler à cette température-là. Ouais, c'est ça. On a un climat vraiment tropical, là, en février, là, donc c'est vraiment intéressant, là. C'est sain, là, c'est toujours le fun. C'est notre voyage dans le sud, en fait. Exact. Ils sont pas si hautes que ça à cette période-là de l'année. Mais non, ce qui est le fun en serre, justement, c'est une production qui est beaucoup plus constante. Les variables sont beaucoup plus faciles, en fait. Il y a beaucoup moins d'extrêmes au niveau des variables. On contrôle vraiment, c'est une petite superficie. Donc, au niveau de l'irrigation, qui se fait au goutte à goutte, c'est facilement contrôlable. Une meilleure gestion au niveau du climat. Au niveau des employés, de la main-d'œuvre aussi, ça demande vraiment beaucoup moins de main-d'œuvre. On travaille souvent à ce qu'on appelle à échelle humaine, là. Donc, c'est vraiment 4-5 employés, donc c'est facile à gérer. Beaucoup de membres de la famille. On est vraiment, moi, Caroline, les gars ont commencé à travailler avec nous. Sinon, on a vraiment l'aide de ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur. C'est avec beaucoup de membres de la famille qui travaillent au sein de l'entreprise. Fait que c'est le fun d'avoir justement là, cette proximité-là là, avec notre équipe. Puis on a même ma tante, dans le fond, là, de qui on a acheté les serres qui reste avec nous. Fait que elle, ça lui permet justement, tu sais, de faire un peu mieux son horaire, de travailler, tu sais, des plus petites semaines, prendre des longs week-ends aussi, justement, comme je disais, pour aller à la pêche. Mais ça nous permet aussi, nous, d'avoir, dans le fond, quelqu'un qui connaît bien la place, qui connaissait bien, dans le fond, exactement, la production, tout ça. Fait que ça nous a permis d'avoir une espèce de, je vais dire entre guillemets, là, mais de mentor, là, tu sais, dès le début, là, quand on a pris... Pas entre guillemets. Non, pas entre guillemets, hein, c'est ça. Dès le début, quand... Un mentor, ouais. C'est plus que de l'expérience dans le domaine, c'est de l'expérience au sein des serres même. Donc, je sais pas, moi, un problème quelconque, ben, il a souvent déjà été rencontré par les anciens propriétaires à un moment donné. Donc, c'est là que ça brise. Oui, des fois, c'est ça. Tu sais, va nettoyer ici, va faire ça. Si t'enlèves, tu sais, le drain passe par là, l'électricité passe par là. Tu sais, ça l'aide là vraiment. Comme tout le blueprint. Ouais, le blueprint est souvent dans la tête des anciens propriétaires. C'est que le temps de justement se familiariser avec ça, là, c'est le fun d'avoir quelqu'un au sein de l'entreprise qui connaît ça, ouais. Vous employez aussi des coccinelles et des bourdons. Oui! Parce que dans le fond, on peut préciser que vous n'utilisez pas de pesticides pour vos cultures. Dans le fond, tout ce qui est naturel, j'ai vu des plantes d'abord, on a des coccinelles. Ouais, tout ça, ben comme on dit, dans le fond, nous, on n'utilise aucun pesticide. Tu sais, l'avantage des serres, comme on disait, c'est qu'on contrôle 100% de l'environnement dans lequel les plants y poussent, que ce soit le chauffage, la ventilation, l'irrigation. Mais on contrôle aussi toutes les maladies et les insectes qu'on a de façon volontaire ou involontaire. Parce que c'est sûr que, tu sais, si des fois, il y a des petits insectes de façon, tu sais, des insectes nuisibles, en fait, qui rentrent à l'intérieur des serres, ben, on leur crée un environnement parfait, là, tu sais, où ils n'ont pas de vent, de pluie, tu sais, d'intempéries auxquelles ils doivent faire face. Il y a un climat super chaud. Fait que c'est pour ça qu'on utilise, dans le fond, des coccinelles. Les coccinelles étant carnivores, puis étant les meilleurs insectes, là, pour prédateurs, pour contrer les insectes nuisibles. Fait que, on en a beaucoup qui rentrent. J'en ai même dans ma chambre froide en ce moment, là, qui sont en dormance en attendant de pouvoir faire leur bonne job d'insert. Puis sinon, on a des bourdons aussi, là. Fait que j'ai quelques ruches de bourdons qui rentrent au cours de la saison, justement, pour polliniser les fleurs. Parce que sans les bourdons, ben, on n'aurait pas de tomates. Fait que ça nous prend absolument des bourdons pour être en mesure de polliniser les fleurs, là, pour être capable d'avoir les légumes qu'on a ici. Ouais, le choix de travailler sans pesticides, justement, c'est exactement ça. Là. C'est un choix qu'on fait. Là, c'est un compromis, en fait. On décide d'avoir la meilleure qualité possible, mais ça vient aussi avec un certain nombre de travail supplémentaires. Je veux dire, les pesticides, il y a une raison pourquoi là, c'est populaire au sein des grands producteurs. Là, c'est parce que c'est vraiment très, très, très efficace. Au prix d'avoir un produit, justement, qui est peut-être un peu moins sain pour nous, pour l'environnement aussi. Par exemple, quand on a justement un insecte nuisible qui fait son entrée au niveau des serres, ben là, il faut le gérer. C'est pas... les coccinelles marchent très bien pour certains insectes. Pour d'autres, il faut faire rentrer d'autres prédateurs. Donc, le temps de l'identifier, de le contrôler, jusqu'à temps que la population d'insectes prédateurs soit prête à justement à gérer l'envahisseur. C'est des périodes qui sont quand même assez stressantes là, pour justement pas perdre le contrôle. Là, parce que perdre la culture. Ben, c'est ça, c'est au début qu'il faut les attraper parce qu'une fois qu'ils sont, c'est exponentiel au niveau de la production de l'insecte. Là. Donc, une petite population devient très, très vite hors de contrôle.
c'est là justement qu'on risque de perdre des cultures. Puis encore une fois, on est à petite échelle, mais justement perdre une serre, ça peut avoir un impact majeur là, sur notre bottom line. Oui, non, c'est sûr. Puis dans le fond, même si les gens peuvent peut-être penser, ah ben là, c'est dans des dômes, il n'y a pas rien qui peut rentrer, mais le risque zéro, ça n'existe pas. Un insecte, là, c'est un trou d'aiguille, c'est une autoroute. Là. Je veux dire, ils ont l'instinct, ils ont le flair. Donc, on parle, là, encore une fois, en avril-mai, quand il n'y a pas de culture extérieure encore. Là, puis nous, on a justement des plants matures avec des fruits. L'insecte va trouver, même souvent, en faisant le nettoyage pendant la saison morte, encore une fois, on nettoie au mieux de nos capacités, mais ça en prend un. Ouais, ça prend un puceron pour qu'il soit de retour l'année suivante. On fait de notre possible, mais vraiment d'avoir quelque chose qui est hermétiquement fermé, là, c'est pas dans le domaine du possible. Les pucerons, c'est plus petit qu'un trou dans les moustiquaires. Fait que, même nos entrées d'air, nos ventilateurs, ils ont des moustiquaires, mais on le sait qu'ils peuvent très bien s'introduire par là si jamais ils veulent rentrer. Puis justement, quand on est au mois de mars, avril, puis qu'il fait encore froid dehors, ben eux, ils cherchent exactement, ils cherchent à rentrer où est-ce qu'il y a de la chaleur. Fait que ça les attire de vouloir venir se réfugier à l'intérieur des serres. Mais justement aussi, un peu comme tu disais, on essaye aussi on a entouré en fait nos serres là, de différents plants odorants, que ce soit des fines herbes, de la lavande, du basilic, du gingembre, là, tous des plants qui dégagent vraiment une odeur qui souvent vont éloigner les insectes nuisibles. Est-ce que ça a vraiment un impact? Je vais pouvoir le dire plus à la fin de cette saison-ci. Mais bon, on s'améliore d'année en année, puis de toute façon, c'est des productions qu'on fait déjà, puis comme on veut utiliser le maximum de l'espace qu'on a dans les serres là, pour cultiver, évidemment, ben dans le fond, ça fait juste d'autres belles cultures qui, au pire, sont odorantes puis qui sentent bon pour nous autres. Fait que... c'est des bons tests à faire. Exact. Vous avez sûrement ailleurs de ces belles projets. Voilà, c'est ça. C'est toujours, ben comme je dis, on s'améliore d'année en année, puis on fait toujours un peu de tests là, d'une fois à l'autre pour voir puis s'améliorer, mais il y a déjà des endroits dans Serre là, qu'on a identifié que ça fait vraiment une belle différence, fait que c'est sûr et certain que ça va être quelque chose qu'on va reproduire dans les années futures. C'est des bons tests. Oui, c'est ça, exact. Check! Oui. Voilà. Puis avant la ferme, parce que au fond, là, vous avez racheté de tente, mais vous ne proveniez pas du milieu agricole. Absolument pas. Ben moi, ni un ni l'autre, en fait, on vient du milieu agricole. Moi, je viens du milieu entrepreneurial. Mes parents étaient propriétaires d'entreprise, mais dans le domaine de la sérigraphie, broderie sur vêtements. Okay. Donc, ils travaillaient à domicile. La shop qu'on appelait était dans le garage. C'est là que ça a commencé. Donc, je le dis souvent, moi, mes parents étaient toujours à la maison. Ils travaillaient fort, travaillaient beaucoup, mais ils étaient toujours à la maison. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec ça. Comme j'ai vu que c'était réalisable, puis mes parents travaillaient ensemble aussi, puis ça allait bien malgré tout. Donc, c'est ça, je viens de ce milieu-là, j'ai grandi là-dedans. Après ça, c'est ça, moi et Caroline, on s'est rencontrés quand les deux ont travaillé au casino comme croupier. C'est que c'était un changement, un petit volet de ma vie. Là, j'ai été là une couple d'années. Puis après ça, je suis retourné dans l'entreprise familiale, j'ai fait ça une couple d'années, je me suis occupé beaucoup des ventes, du service à la clientèle. Mais, je disais souvent à Caro, là, j'espère pas me réveiller à 60 ans et me dire que j'avais vendu des t-shirts toute ma vie. Mm-hmm. Et que je trouvais que c'était vraiment, qu'on avait plus à offrir, là, justement, à la communauté. Donc, c'était un projet. Les Sœurs Gatineau, c'était un projet. On savait justement que Luc Lise, les anciens propriétaires, éventuellement, chercheraient de la relève. On pensait pas que ça serait si tôt, mais quand l'occasion s'est présentée, on l'a saisi. Moi, je suis en fait une ancienne fonctionnaire du gouvernement fédéral, fait que je travaillais principalement en ressources humaines, fait que c'est sûr que j'ai acquis de l'expérience dans ce domaine-là, là, en ressources humaines, en formation, en fait en communication aussi, fait que j'avais déjà un bon bagage à ce niveau-là. Comme Pat t'a dit, lui, il avait une expérience au niveau de la mise en marché, de la vente. Fait qu'il fallait juste apprendre à faire pousser des légumes. fait qu'on a quand même pris, moi j'ai pris presque 2 ans là, en fait là, pour venir travailler ici là, pendant la haute saison pour apprendre ce métier-là.
Puis ben moi je suis une éternelle étudiante aussi là, donc je me suis inscrite à la cité collégiale, puis je viens de terminer ma technique en production agricole, donc tu sais je suis allée me former aussi là pour aller chercher d'autres connaissances parce que justement tu sais le bagage qu'on avait il est super pertinent pour gérer une entreprise là, fait qu'on est bien content d'avoir eu ça, mais ça nous prenait aussi le côté production agricole là, en fait on s'est formé puis on est allé chercher ce qu'on avait besoin, les connaissances qu'on avait besoin pour être en mesure de faire ça. On a travaillé ici 2 ans avant de prendre possession de l'entreprise. On a été employés pour justement apprendre le métier, apprendre justement les techniques de culture ici, l'environnement, comment... Les fournisseurs, les autres producteurs, tout ça, tu sais, vraiment se familiariser avec ça. Puis je pense que justement, je pense que c'est une des forces de notre projet, justement, tu sais, qu'on a pris quand même un bon 2 à 3 ans là, pour tu sais, se former ici, apprendre à connaître les gens du milieu, aller chercher les contacts qu'on avait besoin, monter notre plan d'affaires, tu sais, tout ça. On n'a pas rushé le processus, puis aujourd'hui, je pense aujourd'hui, on est vraiment content là, d'avoir fait ça dans ces étapes-là, puis d'avoir respecté un peu le rythme de tout le monde, là, que ce soit le nôtre ou celui aussi là, de mon oncle et ma tante, là, qui, eux, laissaient, leur entreprise, c'est ça, tu sais. Exactement, leur entreprise de 17 ans, leur maison, tu sais, tout ça, là, donc... je pense que ça a été juste bénéfique pour tout le monde qu'on fasse ça dans ces délais-là. De l'essayer aussi comme temps plein, pas juste vu d'extérieur, oui. Comme ben là, c'est pas ouais, c'est ça. Ouvrir un magasin. Ouais, c'est ça. Ça va pas être si difficile que ça. Tu sais, mettons qu'il y a des gens qui pensent que c'est facile, mais c'est pas nécessairement si facile que ça, là. Non, puis je pense que Luc et Lise, ils ont voulu justement nous tester un peu, là, tu sais, dire, hey, vous allez travailler 7 jours semaine, c'est comme ça, quand vous allez être ici, vous allez travailler 7 jours semaine, ça va être, tu sais, fait qu'ils nous ont bien testé, puis c'était correct, là, tu sais, dans le fond, nous autres, on était prêts à ça, puis on a bien, je pense qu'on a bien passé le test, puis eux autres aussi, là, ils voulaient être certains que, dans le fond, quand ils étaient pour laisser ça, ils étaient pour laisser à des gens qui étaient pour faire marcher la business comme il faut aussi, là, tu sais, comme je dis, eux autres, c'était vraiment quelque chose un projet sur lequel ils avaient travaillé pendant plusieurs années, là, des dizaines d'années, fait que... On a quand même eu un baptême de feu, là, avec les inondations de 2017 et de 2019, là, je dirais surtout 2017 qui nous a pris un peu énormément par surprise. Donc c'est ça, on a été quand même, ça a été un test assez intense pour commencer. Mais non, puis il y a quand même une vision assez romantique des fois là, de l'agriculture en disant justement, tu sais, c'est un jardin, puis tu l'arroses. C'est ça, pousse tout seul. Quand c'est au niveau commercial, puis c'est ton gagne-pain, puis c'est ce qui nourrit littéralement, mais aussi financièrement. C'est une autre part de manche, c'est un autre stress, c'est un autre engagement en fait là. Donc non, c'était bien de le vivre justement, puis de voir que c'était ce qu'on aimait, c'est ce qu'on voulait faire, puis l'impact justement qu'on avait. Puis même malgré justement 2 années intenses avec les inondations et tout, on a quand même décidé d'aller de l'avant avec le projet. Ça a dû faire un processus tellement plus smooth, une passation d'entreprise tellement facile aussi, là, les noms de du jour au lendemain. Ça va être que quand tu te sens un peu tenu par la main, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions, tu l'as vécu aussi, puis là c'est de prendre les grands souliers puis le diriger, non plus le côté employé, mais ça doit tellement une autre perspective versus, on peut se l'imaginer, que tu aurais juste acheté puis comme il donne les clés puis d'attitude d'attente, tu sais, puis là vous arrivez là-dedans. Mais je pense que, oui, c'est ça, mais je pense que, tu sais, nous, ça nous a donné confiance d'être capable confiance dans nos capacités d'être capable de gérer cette business-là puis de faire pousser les légumes, comme je disais, mais ça a donné aussi confiance à mon oncle et ma tante de nous laisser l'entreprise, tu sais, en paix, en se disant, OK, eux autres vont être capables de faire rouler ça aussi, tu sais. Ils aiment ça, puis oui, c'est on ça. peut penser, tu sais, on va l'essayer, on va aimer ça, puis finalement on est dedans, puis oui. Non, c'est ça, ouais. Finalement, ça aurait été le bon moment pour dire, malheureusement, comme on l'a essayé, c'est pas pour nous, c'est une bonne chance. Puis tout le monde aurait été à l'aise à ce niveau-là, justement, que ce soit ça, parce que définitivement, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que ce qui a été le plus bénéfique de ces 2 années-là, c'est de pouvoir identifier justement où est-ce qu'on voulait mettre notre énergie quand on allait prendre la possession de l'entreprise, parce que justement, tu travailles 2 ans au milieu de l'entreprise, tu vois les irritants. Quand ça fait 15 ans que tu la gères, tu as une idée de t'as ta routine, t'as ta façon de faire, c'est comme ça que ça marche. Quand tu vas être le nouveau propriétaire, justement, pendant ces 2 années-là, tu vois comme, OK, ça marche pas pour moi, ça, faut que je change ça.
Et ça te permet vraiment de développer un plan là, dans ta tête là, qui va te dire bon, ben, où tu vas mettre tes énergies, c'est où les premiers changements à faire, comment tu vas les mettre en place, c'est quoi les nouveaux marchés que tu veux attaquer, les nouvelles productions que tu veux faire. Tu sais. Mettre vos couleurs exact. là-dedans. Ouais. Puis de pouvoir arriver justement puis d'en parler avec l'ancien propriétaire aussi pour dire voici ma vision, voici ce que moi j'aimerais faire, puis de dire ben si on l'a fait de même, nous ça n'a pas marché, puis là nous, tu sais, ça te donne vraiment la chance d'arriver que justement quand tu prends la possession, puis on a pris la possession en août 2019, on était déjà dans la fin de la saison, donc ça a vraiment appris de continuer la saison, d'avoir un peu de revenus justement là, pour nous, là, puis de commencer dès l'automne, hiver là, 2019 à commencer à travailler sur, bon, ben maintenant, mettons en place ce qu'on veut faire, là, puis c'est là qu'on a le temps de le faire. C'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr que tu sais, Patrick il dit bien, mais c'est dans la saison morte que c'est là le temps de faire de la planification, de faire les projets, de penser aux projets, de penser à tout ça. Parce que quand on est comme là en ce moment, on est en pleine saison, on roule 7 jours semaine, il y a zéro temps là, pour ça. Notre temps il est 100% consacré à la routine au jour le jour. Là. Donc, faire pousser les légumes, récolter les légumes, puis vendre des légumes. Fait que on est 7 jours sur 7. C'est du 7 jours sur 7 en ce moment. Fait que c'est vraiment pas là où justement, on fait justement, comme je disais, la planification, quoi que ce soit. Ça, exactement. Ça, il faut que ça ait déjà été pensé ou on le met sur la liste pour la saison morte, là. Fait que... Ou pendant la saison morte, on se rend compte qu'on n'aura pas le temps de finir ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est ça. Patcher, puis finalement, mettre ça dans notre mode opérationnel, puis dire, OK, l'année prochaine, c'est la première affaire sur ma liste. Jusqu'à temps que ça tombe au numéro 3, 4, c'est ça. C'est ça, exact. C'est toujours ça. Ouais. On essaie de faire justement des modifications qui vont durer dans le temps pour espérer qu'à un moment donné, on va voir le bout de cette fameuse liste. Parce que si tu fais des rénovations ou des changements qui sont bons pour 2-3 ans, ils vont être revenus avant que tu aies fini. Là. On veut vraiment améliorer et développer de façon durable. Mais bon, ça vient avec son lot d'imprévus aussi. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Il y a un gros facteur, justement, être capable de gérer les imprévus puis de dealer, justement, avec les surprises. Là. Il y a un gros morceau de ça. Là. C'est ça aussi, l'agriculture. Flexible là-dedans, puis pas arriver qu'un thinking très, ma boîte, puis je fais ça, puis c'est juste ça, parce que on peut avoir plein d'affaires. Mais c'est ça, on deal avec du vivant, là, à la fin de la journée, c'est ça, là, donc c'est beau essayer de dire, justement, comme tu dis, de voir dans notre boîte, dans notre corridor, c'est comme ça que ça va se passer, c'est ça que je veux faire. À la fin de la journée, encore une fois, tu deals avec du vivant, puis tu t'assures que c'est ça, que ça soit en vie, que ça soit bien, que ça produise. Puis, encore une fois, je reviens un peu à l'idée du jardin, là, c'est le fun, mais si ton plant de tomate produit une tomate dans l'année ou deux, c'est correct, là, c'est une mauvaise saison, mais c'est pas dramatique. Si mon plant de tomate produit une tomate ou deux, je ferme les portes, là, puis on cherche autre chose. Il faut s'assurer justement que tout ça est bien géré, puis ça vient avec justement les imprévus, répondre à exact. Est-ce que vous avez gardé le même nom d'entreprise? Est-ce que ça s'appelait autrement ou non? Non, vous avez pris le même nom? Les Sœurs Gatineau étaient encore un secret bien gardé à Gatineau. C'était pas encore aussi connu que nous, on croit que ça devrait. Je dirais que je suis biaisé, là, et vous avez tout à fait raison, mais je persiste à croire que il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Par exemple, la réputation de l'entreprise est vraiment excellente. Comme je dis, Luc et Lise étaient des pionniers un peu dans la région là, pour la production sans pesticides. Les valeurs d'entreprise représentaient bien ce qu'on voulait faire. Comme je disais, on ne dit pas pour rien qu'on avait l'œil justement sur embarquer dans le projet. C'est parce que le projet était à notre goût, donc on ne voyait pas de raison là, pour changer le nom. Puis là, la confusion, ça aurait pu justement créer une confusion avec les clients. Là. Ça ne nous intéressait pas. Là. Il n'y avait aucune raison de changer le nom de l'entreprise. Non, puis nous, on voulait quand même garder une certaine continuité aussi. On est fiers de dire que c'est une entreprise. Ben nous, on dit que c'est une entreprise familiale, là, dans le sens où c'était mon oncle puis ma tante. Puis nous, on n'a pas grandi ici, mais on a quand même une fierté de dire qu'on prend les rênes. C'est ça, exactement. Puis tu sais, il y a des clients. Ouais, c'est ça, tu sais, puis il y a des clients qui viennent ici, ça fait ça là 20 ans, tu sais, puis ils sont fiers de savoir que tu sais on est la nièce puis le neveu de Luc puis Lise puis qu'ils viennent puis qu'on continue à produire encore. Fait que tu sais, je pense que autant au niveau personnel que professionnel, c'était important pour nous de garder ce nom-là, ouais. Je trouve ça beau.
quand une entreprise perdure comme ça dans le temps, puis avec le même avec vos couleurs, là, c'est pas ça, mais je veux dire que vous avez repris les reins, puis on continue. Là-dessus, je sais qu'il y en a, dépendamment du domaine, puis les experts à qui on parle, mais qui disent, dès qu'on reprend une entreprise, mais c'est changer de nom pour dire nouvelle administration, puis de faire un wow avec ça, mais je trouve que ça fait une cassure, un peu. Je peux comprendre si, mettons, la première entreprise allait pas bien. Peut-être tu veux faire un changement radical, mais quand ça va bien, la formule est gagnante, justement, elle est reconnue, il me semble pas briser ça, Ouais, je pense que c'est une question de vision de ce côté-là. Si l'entreprise garde la même vision au niveau, justement, de son développement, de l'impact sur la communauté, nous, ici, on veut nourrir des gens, puis c'était ça aussi le but de l'ancienne entreprise. Si on avait décidé de se lancer dans la production de plants ou dans quelque chose de complètement différent, j'aurais vu l'intérêt peut-être de, justement, démontrer un changement à ce niveau-là, mais la vision reste la même. Le but reste le même. Fait que c'est sûr qu'au niveau des procédés, au niveau des cultures, au niveau beaucoup de choses aussi que les clients voient pas, je veux dire, c'est dans les serres que ça se passe beaucoup, justement, ces changements-là, tandis qu'en avant, dans le magasin, au niveau de la qualité des produits, ça reste pareil. Il y a plus de diversité, encore une fois, on a lancé quelques nouvelles cultures, on en a parlé déjà, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de projets. Fait que ça, le monde le voit, le nouveau dynamisme des nouveaux propriétaires, Caroline est encore dans la relève. Donc, c'est quelque chose qui se sent, mais encore une fois, c'est dans la même ligne. Tu sais, ça s'appelle les serres Gatineau, tu sais, puis nous, on a une fierté de dire qu'on fait de l'agriculture urbaine, tu sais, qu'on est vraiment à Gatineau, dans la ville de Gatineau, puis on nourrit des gens de Gatineau, là, tu sais, fait que de se faire appeler les serres Gatineau, ben pour nous autres, c'était vraiment quelque chose qui est proche de tout ce qu'on fait, puis de tout ce qu'on veut faire, là, fait que... Il n'y avait aucun intérêt à changer. Non. On s'est quand même posé la question. On s'est posé la question, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais parce que quand justement tu lances un projet comme ça, tout est sur la table. Oh, ouais. Là, avec le plan d'affaires, on a vraiment pris le temps de se poser beaucoup. Puis on a eu le temps, encore une fois, on a pris des années pour prendre possession de l'entreprise. Donc, c'est une question qui est tombée, tu sais, qu'on s'est posée, qu'on a demandé, puis finalement, la conclusion a été que non, c'est pas nécessaire de le faire. Oui. De commencer. On réinventera pas la roue. Non, c'est ça, exactement. On va juste changer le pneu. Le patching. Exact, ouais, c'est ça. Super bien. Exact. Une journée typique. Là, je sais, on parle de haute saison morte. Peut-être qu'on pourrait le séparer comme ça. On pourrait dire de quel mois qui est la grande saison, puis quel mois qui est la saison morte. Puis une journée typique dans chaque moment. Ben, je peux dire que, tu sais, encore une fois, nous, on a des enfants qui vont à l'école. Fait que c'est sûr que jusqu'à demain, ça va être, moi, je me lève le matin, puis là, tu sais, on s'occupe de préparer nos enfants, de les envoyer à l'école. Une fois que c'est fait, moi, ben, tu sais, j'ai déjà tout enligné, je vais dire les filles, parce qu'on a juste des filles, là, qui travaillent ici, à part mon chum. Mais sinon, c'est ça. Fait que les filles sont toutes enlignées pour leur journée, ils savent déjà les tâches qu'ils ont à faire. Fait que moi, quand je descends, tu sais, ils ont déjà commencé, là, vers 7h, habituellement, là, 6h30, 7h, ils ont déjà commencé. Le plus tôt qu'on commence dans les serres, le mieux, parce que on dans le fond, on travaille le moins possible à la grosse chaleur de midi, 1h, 2h de l'après-midi. Donc, c'est ça. Puis, jusqu'à temps que le magasin ouvre, on est vraiment concentré sur nos productions. Fait que, tu sais, c'est vraiment de partir nos plans. On part aussi des plans pour d'autres services, là, de la région de l'Outaouais. Fait que on est vraiment concentré là-dessus. Une fois que le magasin est ouvert, que le kiosque est ouvert, ben là, c'est sûr que ça rentre une autre dynamique parce que là, tu sais, on a des produits à préparer, on a le magasin à préparer. Puis là, souvent, c'est ici que moi, je vais venir donner un coup de main le matin, juste pour m'assurer que, tu sais, la personne qui va être ici au kiosque a tout ce qu'elle a de besoin, que les récoltes ont été faites, qu'elle en a suffisamment, que tout est emballé, préparé, tout ça. Si on a des livraisons, des commandes à faire aussi, c'est préparé puis c'est fait tout le matin aussi. Puis ensuite de ça, ben c'est une fois que tout est enligné là, dans le magasin, fait que là, tu sais, on arrive, mettons, en avant-midi. Là, c'est là souvent que moi, je vais aller voir, OK, bon, ben d'insert, qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce qu'ils ont besoin de moi? Tu sais, où est-ce que j'ai besoin d'aller patcher du temps ou des trous, là, tu sais, pour aider les filles? Fait que c'est moi qui vais s'occuper de faire tous les mélanges d'engrais. Ça, c'est moi qui les fais. Fait que ça, c'est plusieurs fois par semaine là, que je m'occupe de tout ça. Aussi, là, tu sais, quand on a besoin de se dire, OK, ben, on devait partir, comme je dis, notre planification est toute faite pendant la saison morte. Fait que, tu sais, quand on se dit, OK, ben là, cette semaine, on devrait partir des concombres pour remplacer les plants,
finalement, on va attendre une semaine de plus ou on va en partir un petit peu plus qu'on pensait ou tout ça. Fait que il y a beaucoup de ça. C'est moi aussi qui fais toute l'analyse parce qu'à tous les jours, en fait, on teste nos irrigations. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a donné comme consommation d'eau, d'engrais, tout ça au plan. Fait que c'est vraiment tout moi qui fais l'analyse de ça. Puis là, ben, on fait de l'ajustement. T'sais, on fait un ajustement au niveau de notre climat, notre chauffage, des irrigations s'il y a besoin. Puis après ça, ben, la journée, elle continue comme ça. Quand on est en saison morte, je vais juste dire qu'est-ce que je fais en saison morte, là, en fait, là, c'est ça. En saison morte, ben, c'est, comme je dis, je le répète, mais c'est vraiment beaucoup de la planification. Fait que c'est là où on fait nos commandes de semences, nos commandes de terreau, nos commandes d'engrais, comme là, tu sais, je parlais tantôt, en fait, des insectes, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a établi cette année. On a fait une planification d'introduction de tous ces insectes-là, fait que, tu sais, on en reçoit certains aux semaines, certains aux 2 semaines, certains aux 3 semaines. Fait que tout ça est déjà planifié, mais tout ça, encore une fois, est pensé pendant la saison morte, justement, pour pas avoir à gérer ça là, pendant la haute saison où est-ce qu'on est trop occupé là, pour faire tout ça. Donc, ouais, sans rentrer trop dans le détail sur vraiment, tu sais, de la routine du jour le jour, là, mais en gros, si on y va par saison, là, en hiver, on part nos plants, on fait les semis, on bâtit justement le système racinaire, on permet aux plants de grandir, on veut vraiment là, avoir une base solide sur laquelle là, les plants vont être en santé, vont avoir un bel environnement. Donc ça va durer là, justement de peut-être fin décembre à mars, début avril. Au printemps, donc d'avril, printemps-été, là c'est vraiment les récoltes, la vente. On rentre vraiment dans la partie là, la plus active, là, où on va rouler du 7 jours sur 7. Là on n'a plus vraiment, des fois, l'idée quel jour on est dans la semaine, là, parce que, à tous les jours, il y a du travail à faire. Les plants commencent Au printemps, c'est plus tranquille, mais il y a beaucoup de choses à faire au niveau des ventes, au niveau de notre clientèle, accueillir notre clientèle, faire beaucoup de démarches, justement, la planification au niveau des ventes, de la distribution, comment on va faire ça. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus. L'été, là, c'est parti. Là, ça va vite. Là, je dis souvent, là, on travaille beaucoup au début pour pousser, justement, je dis tout le temps, là, c'est comme si on montait une côte, là, en avril, je veux dire, hiver, printemps, là, on pousse beaucoup pour monter la côte, là, ben, en été, c'est là que ça commence à descendre, c'est ça, essayer de garder le rythme des plants, s'assurer qu'on perd pas le contrôle, au niveau des insectes, au niveau des maladies, au niveau aussi de la direction des plants, je veux dire, si on les dirige pas, ils vont prendre l'espace qui est disponible, ça devient problématique, donc il faut absolument rester alerte là-dessus. Donc, c'est là que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Après ça, quand on arrive en automne, à partir du mois de septembre, octobre, les ventes baissent, les productions baissent. À partir de là, c'est là qu'on commence le nettoyage. Beaucoup, justement, là, on va se donner une semaine ou 2 de congé là-dedans. Une semaine, d'habitude, dans les dernières années. On aspire à 2 semaines éventuellement. Mais là, c'est là, on va se prendre une semaine de congé, on va faire beaucoup de nettoyage, on va justement faire de la planification, beaucoup. C'est là que ça se passe. Là, c'est vraiment là où on peut respirer un peu plus. Puis les enfants ont recommencé l'école. Donc, une journée typique en automne, là, c'est... Caroline se lève plus tôt que moi. Moi, je me couche plus tard. Donc, moi, je fais la dernière... Je passe d'insert en soirée pour m'assurer que tout est beau. Puis Caroline, elle se lève le matin. Mais en automne, comme je dis, là, on va se lever, envoyer les enfants à l'école. On a le temps de se faire un bon déjeuner, prendre un café, puis là, vraiment faire la planification, tout ça. Puis c'est là qu'on charge les batteries un peu. Ouais, c'est ça, tu sais. Dans le fond, on travaille vraiment à tous les jours. C'est juste qu'à l'hiver, ben, tu sais, des fois, nos journées, c'est des 2-3 heures par jour, tandis qu'à l'été, ben, c'est des 10-12 heures par jour. Fait que ça change beaucoup, là, comme ça. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a des journées que c'est plus long, il y a des journées que c'est moins long, il y a des journées que c'est plus de travail, il y a des journées que c'est moins de travail. Puis on parlait d'imprévus, mais tu sais, cet hiver, on a eu des tuyaux d'eau qui ont gelé, ben, tu sais, ça, c'est immédiat, là, qu'il faut qu'on trouve une solution parce que les plants, ils ont besoin d'eau, là. Fait que, tu sais... En fait, c'est ça, c'est qu'on est toujours sur appel. On est toujours on call, faut toujours être disponible au cas qu'il y ait un bruit ou quoi que ce soit. 24 sur 24, on est, c'est ça, parce qu'il faut être disponible 24 sur 24. Une alarme en février à 2 heures le matin pour dire que la température baisse d'un serre, dans une serre en particulier, ben, il faut régler ça immédiatement parce que dire je vais attendre au matin pour le régler, ben c'est perdre une production. Puis c'est perdre 2 mois de travail. Parce qu'encore une fois, je viens d'un milieu qui était plus manufacturier. Quand tu veux que t'en sortir plus, tu travailles plus longtemps. Mais quand c'est de la production agricole,
j'ai beau travailler plus ou plus longtemps, ils n'y arriveront pas plus vite. Ils ne pousseront pas Exact. plus. Si je les ai semés en décembre, puis j'ai peur en février, j'ai perdu 2 mois. Il va falloir que j'y ressème, puis ils vont reprendre le temps. Là. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre non plus. C'est qu'il faut être disponible, il faut être là. Puis c'est pour ça que c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. C'est pas... On travaille pas activement tout ce temps-là. Non, mais... C'est que la Switch, elle se ferme pas tout le temps complètement. Tu peux pas dire, OK, ben là, c'est fini, je suis à la maison, c'est fini. Une semaine jusqu'à date par année où ce qu'on peut dire vraiment. Ouais, c'est ça. On vous est à off. Exact. Puis même là, s'il y a une, je sais pas moi, une tempête avec bien du vent ou des choses comme ça, tu sais, faut être prêt. Fait que c'est pas encore au point où on est juste détaché complètement. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait. Non, mais puis tu sais, c'est comme on dit, un work in progress aussi, là. Je veux dire, on s'améliore d'année en année, puis on travaille là-dessus, on chemine d'année en année, mais je pense que, ben, en tout cas, moi puis Pat, je pense c'est une de nos forces, c'est qu'on est vraiment une bonne équipe. On est une bonne équipe dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, mais dans notre vie professionnelle aussi, puis on s'ajuste dans tout ça, tu sais, justement. Moi, je suis une lève-tôt, fait que c'est moi qui fais la tournée des sœurs le matin, puis mais je suis couchée tôt aussi, fait que c'est Pat qui s'occupe de faire la tournée le soir, fait que tu sais, juste ça fait qu'on se complète bien là, sur plein d'affaires, puis on est capable justement d'accomplir beaucoup, je pense, avec tout ça. Donc, justement, je m'enlignais dans cette direction-là. Ah oui, OK. Ma prochaine question, de savoir est-ce que tu as eu une adaptation de dire que là, vous travaillez ensemble versus qu'avant vous aviez vos emplois respectifs. Mais là, dans le fond, je vois que vous complétez super bien côté travail également. Ouais. Là, donc, moi, vas-y. Okay. Moi, je te dirais que ça, c'était peut-être pour moi, c'était un plus gros, je dirais pas un stress, mais une appréhension peut-être de ce côté-là, parce que moi, encore une fois, j'ai grandi dans une famille où mes parents travaillaient ensemble, où ce que j'étais un propriétaire d'entreprise, tu vis avec un certain lot de stress, tout ça. Je l'avais vu, j'étais confiant de ce côté-là, mais Caroline n'avait jamais elle avait jamais été travailleur autonome, on n'avait jamais travaillé sur des projets. Le facteur stress aussi, à la maison, c'est différent. Là, c'est ton gagne-pain et tout ça. Donc, puis encore une fois, Caroline était au gouvernement fédéral avant. Là, donc, au niveau des payes, c'était pas mal plus constant. C'était pas, Jusqu'à Phoenix. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle l'a lâché juste avant Phoenix, c'est qu'on est correct. Fait que, non, c'est ça. C'est que j'avais peut-être un petit stress de ce côté-là, mais je doutais pas au niveau de le travail d'équipe, la collaboration. De ce côté-là, on a toujours été, justement, on communique très bien. On n'a pas de... Je dis, on sait qu'on travaille dans un but commun, on a confiance l'un envers l'autre. Donc, de ce côté-là, c'est pas ça qui m'énervait, mais c'était surtout au niveau du stress de devoir gérer tout ça, comment gérer justement les fluctuations au niveau du capital, tu sais, les mois où ce que tu vends beaucoup, puis les mois où ce que tu es fermé, puis tu sais, j'étais là, OK, là, il va y avoir vraiment une dose de stress supplémentaire là, qui va arriver, puis comment est-ce que, justement, on va être capable de gérer ça en tant que couple, parce qu'encore une fois, moi, je l'ai déjà vu. Caroline, ça va être nouveau, voyons comment ça se passe, mais finalement, ça se passe bien. Ça se passe super bien, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, les deux, on connaît les forces de chacun, fait qu'on est capable justement de dire, bon ben Pat, tu sais, c'est vraiment plus la mise en marché, moi c'est vraiment plus la production des plans, fait que les cultures, tout ça, fait que, c'est ça, tu sais, je pense qu'on est bien conscient des forces puis des défis finalement de chacun d'entre nous. Puis moi, ça me faisait pas du tout peur, là, tu sais. Moi, quand je suis partie du gouvernement, je suis partie parce que j'étais plus capable de ma job, là, justement. Fait que pour moi, c'était juste super positif comme changement dans ma vie. Je trouve, en tout cas, depuis que je suis à mon compte, en tout cas, là, je trouve tellement qu'on a une super de belle liberté de notre temps, justement, de passer du temps avec nos enfants. Tu sais, comme je dis, moi, je comprenais pas comment que je pouvais ne pas passer tout ce temps, chaque minute que je passais pas avec mes enfants pour une job que j'aimais pas, l'addition, elle se faisait pas, là, dans ma tête, ça ne fonctionnait pas, tu sais. Là, je suis là quand ils partent le matin pour aller à l'école, je suis là quand ils reviennent de l'école, à l'été, ils passent l'été avec nous autres, à la maison, tu sais, à la ferme, fait que là, l'addition, elle se complète, là, tu sais, là, ça fonctionne, puis justement, tu sais, je reviendrai jamais en arrière pour ça, là, du tout. Moi, ça m'a jamais fait peur, là, de travailler avec mon chum, comme je dis, ça faisait déjà, on savait déjà qu'on se complétait super bien, on était vraiment une bonne équipe, là, dans plein d'autres aspects de notre vie, fait que j'avais confiance que ça se ferait aussi au niveau professionnel, là, sans problème, fait que... Pas pour dire qu'au jour le jour, c'est toujours facile. Là. Ah, non, mais... Overall, ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme dans tout, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais des fois, ça peut être une appréhension, parce que justement, c'est comme on le connaît côté personnel, mais là, des fois, le connaître côté professionnel, ça peut être... Ça peut être différent, oui, tout à fait. L'idée m'est venue en tête parce que, de poser la question, j'ai déjà rencontré quelqu'un que eux ont 2 entreprises chacun dans le milieu agricole, mais ils ne pourraient pas travailler ensemble parce qu'ils ne travailleraient pas de la même façon. Mais dans le couple, ça fonctionne super bien, mais côté professionnel, fait que je ne savais pas si vous l'avez pas nécessairement vécu, mais de travailler peut-être quelques temps avant de prendre la relève, vous l'avez vécu aussi, de travailler ensemble. Oui, puis je pense que quand on a décidé de prendre l'entreprise, tu sais, on avait la même vision, là, fait que c'est sûr qu'il y a comme la concrétisation de cette vision-là au jour le jour, que des fois, tu sais, on a besoin d'ajuster, mais le big picture, comme on dit, c'était la même chose, là, fait qu'on s'en allait à la même place, on s'enlignait de la même façon, fait que pour ça, je pense qu'on a été capable de bien... La transition, c'est super bien faite, là. Oui, puis on travaille pas de la même façon, ça c'est clair. On n'a pas les mêmes forces, puis ça c'est merveilleux. On a, comme Caro l'a dit, par exemple, on a la même vision, on veut aller à la même place, on veut les mêmes... Le même but. Oui, exact, on a le même but. Donc, à partir de là, c'est une question de décider qui prend quelle responsabilité, qui va bien marcher. Puis s'il y a un problème, justement, c'est sûr qu'on communique beaucoup, encore une fois, mais on a chacun nos départements. Puis Caroline est meilleure que moi pour tout ce qui est, justement, production, pour tout. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Puis je lui fais confiance, puis je le sais que, justement, elle y va au mieux de ses capacités, puis que personnellement, je ne ferais pas mieux. Donc, puis encore une fois, ça va venir quand même, on peut pas être parfait non plus. Puis de mon côté, c'est pareil, Caroline, elle me laisse gérer justement au niveau des ventes, de la distribution, des finances, en sachant encore une fois que, oui, c'est ma force, c'est ce que je fais de mieux, puis on pense que l'entreprise est bien servie par le fait que c'est moi qui vais gérer ces départements-là, en sachant que je vais l'échapper une fois de temps en temps, puis ça fait, ça fait partie de la réalité, là, mais quand on part avec, justement, en étant conscient de ça, ben, ça permet justement de gérer assez bien là, ce qui se passe. Le complément, tout ça, de se compléter l'un l'autre, oui. Comme le yin et le yang. Exactement, j'allais le dire. C'est quoi que vous trouvez le plus valorisant dans votre entreprise? Ben moi, je vais y aller en premier, là. Pour moi, c'est d'une évidence que quand je rentre le matin d'un serre, que c'est super tranquille, que comme personne ne rentré encore, que je vais faire ma tournée, puis que je sens l'odeur des plants, que je vois le verre qui pousse, que c'est sain, que c'est en santé. Moi, ça, là, j'ai coupé ma paye d'au moins de la moitié de quand je travaillais au gouvernement fédéral, mais tout ça, je regagne ma paye quand que je suis là. Je trouve ça tellement valorisant, justement, de faire pousser des légumes, savoir qu'on nourrit des gens comme ça, de notre communauté de Gatineau, c'est vraiment ça, en tout cas, moi, qui m'anime à 100 000 % là, à tous les jours. Fait que... Ouais, moi, en 2 temps, en fait, là, il y a 2 choses. Semer une graine puis finir par en récolter le fruit, c'est sain. Il y a quelque chose là-dedans. Je dis même souvent, c'est thérapeutique. Là. Je veux dire, voir ça, justement, croître puis en prendre soin. Puis, de ce côté-là, justement, il y a un début puis il y a justement un but à atteindre. Là. Fait que ça, de ce côté-là, c'est super valorisant de voir que tu as réussi. On se fait des high-five là, quand ça a germé, puis après ça, quand on les a mis d'un 4 pouces, puis ça marche. Yes! Ça fait que ça, c'est définitivement valorisant. Puis l'autre côté, c'est vraiment, encore une fois, nourrir le plus de gens possible. Là. On est chanceux, justement, on est à Gatineau, on a un marché, justement, qui nous permet de vivre et de distribuer nos produits assez facilement, mais les gens rentrent ici, et surtout en début de saison, ils sont heureux, sont contents qu'on est là, sont contents que nos produits sont arrivés, sont heureux de venir nous voir, puis ils nous le disent à quel point merci de faire ce que vous faites. Fait que ça, c'est du côté de notre clientèle. Puis nous, on le sait justement, qu'on va justement distribuer, on va donner beaucoup de nos produits aussi. On fait de la transformation, on en vend, mais on en donne aussi beaucoup pour justement rester dans la vision qui est de nourrir le plus de personnes possible. Donc, savoir qu'on nourrit plein de monde dans la région de Gatineau, ben ça aussi, là, c'est extrêmement valorisant. Que les gens
font des recettes avec vos légumes, des dégustes, puis... Tu sais, on donne à un organisme qui refait des collations, là, tu sais, pour des enfants dans les écoles, tu sais, puis des fois, je me dis, aïe, tu sais, les enfants, ils mangent nos tomates cerises en collation aujourd'hui, tu sais, puis je trouve ça tellement, tellement cool parce que, justement, tu sais, ils goûtent, là, encore, tu sais, ils ont l'opportunité puis la chance de manger puis de goûter, tu sais, des produits sains, frais, local, tu sais, exact, c'est ça, tu sais, fait que je me dis, wow, là, tu sais, ça, là, c'est d'avoir un impact réel sur sa communauté, là, fait que... Vraiment. Puis, au contraire, qu'est-ce qui est plus difficile? Ben, tu sais, c'est sûr, encore une fois, puis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Tu sais, personnellement, ça va dépendre des périodes de l'année. C'est sûr que la fatigue, physiquement, encore une fois, j'ai 43 ans, je suis pas encore si vieux, mais physiquement, ça va être difficile. Il y a des périodes de l'année là, où on peut se blesser, ou juste l'accumulation de travail va faire ça. 7 jours sur 7, ça devient mentalement épuisant aussi. Le stress, les incertitudes. Autant que c'est le fun, qu'on a du plaisir, puis c'est valorisant, autant que tu rentres un matin, puis il y a un bris, puis t'es comme, voyons donc, pourquoi, là, je veux dire, ça vient, mais ça vient avec. Tu sais, encore une fois, c'est ce que je trouve, il y a des gens pour qui ça serait pas vivable, ils sont juste pas faits nécessairement pour vivre ce genre de stress-là. Nous, on est à l'aise avec ça. C'est sûr que ça devient lourd, là. On va dire, quand que notre semaine de vacances arrive, on est bien heureux, là, tu sais. Mais bon, ça fait partie. Encore une fois, il y a rien que je peux dire là, qui est tellement difficile où je m'y attendais pas. On savait dans quoi on s'embarquait. Donc, à partir de là, ça, c'est plus tough. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. Tu sais, des fois, c'est peut-être juste l'accumulation de fatigue. Tu sais, des fois, tu sais, le monde dit, tu sais, la fin de semaine arrive, enfin, je vais pouvoir me reposer. Le dimanche, nous autres, là, on finit le dimanche, puis on est morts. Tu sais, parce que le magasin a roulé, on fait 2 marchés publics aussi. Fait que, tu sais, nous autres, là, les fins de semaine, on roule à 100 000 %. Les fins de semaine, c'est pire. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, on arrive le lundi, puis là, on est comme, lundi, tu sais, c'est comme, c'est plus relax. Ouais, exactement. Même à ça, tu sais, je veux dire, notre fin de semaine. Mais c'est pas une vraie fin de semaine. Ça, le lundi, c'est quand le dimanche, on est brûlé, mais les lundis, c'est les livraisons, puis le mardi, tu sais, là, on est dans les récoltes. Fait qu'il y a pas, c'est ça l'affaire, c'est que dans printemps-été, il n'y a pas de jour off. Il y a des jours où tu vas travailler 3-4 heures, mais il n'y a pas de jour off. C'est ça qui devient pénible. Et encore une fois, c'est pas une semaine comme ça, 2 semaines comme ça qui fait que c'est pénible. C'est 4, 5, 6 mois comme ça. Puis ça, c'est quand tout va bien. Là. Et tu pognes la grippe entre-temps, tu te blesses à une épaule, je parle toute d'expérience personnelle. Tu te blesses, t'es malade, whatever, toutes ces choses-là, c'est ça tes périodes que tu considères off parce que t'es hors jeu. Là. T'es obligé T'es obligé d'arrêter, mais tu vois le travail s'accumuler, tu vois la charge justement de travail que comme moi personnellement, je suis blessé à l'épaule, ben parfait, ce que je suis pas capable de faire, ben c'est Caro qui va le faire, tu sais, c'est que là tu vois que le fait que toi t'es hors jeu, ben c'est ton partenaire qui est obligé de prendre, tu sais, justement de prendre le double. C'est ça qui devient vraiment difficile, mais bon, encore une fois, on le savait, on s'est embarqué, on deal avec, tu sais, quand ça m'arrive à moi, Caro est comme, oh, et c'est beau, c'est correct, je vais en prendre plus ses épaules, puis quand c'est Caro, je suis comme, c'est beau, c'est correct, je vais en prendre plus ses épaules. Mais ça devient lourd. Ah ouais, c'est ça, tu sais, nous autres, c'est ça, tu sais, nos garçons, ils le savent, mais nos vacances, c'est pas l'été. Fait que nos gars, tu sais, on va pas en camping, on fait pas de, tu sais, on fait pas de, je veux dire, ils sont inscrits à des sports, puis c'est ça qu'ils font. Quand on va en camping, il fait froid. Ouais, c'est ça, exact. C'est rendu l'automne, puis faut s'habiller quasiment en hiver, tu sais, mais sinon, c'est ça. Mais encore une fois, c'est un choix qu'on a fait, puis ils sont bien au courant de ça, mais tu sais, c'est sûr qu'eux autres, quand ils reviennent de l'école en septembre, hey, vous avez fait quoi pendant vos vacances? Vous êtes allés où? Chez nous. Tout l'été. On a travaillé au cerf. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. On s'en prend. Exactement. Tu sais, c'est juste un autre rythme de vie, puis un autre style de vie. Puis ben, nous autres, c'est ça. C'est à l'automne qu'on prend les vacances avec les gars, puis qu'on fait des activités rendues là. Tu sais, fait que. Mais tu sais, si on parle des gars l'été, tu sais, c'est ma belle-sœur, la sœur Caroline, travaille avec nous. Bon, ben là, son enfant, leur cousin est ici avec eux. C'est que là, c'est quoi qu'ils ont fait l'été? Ben, ils ont passé l'été justement avec le cousin, puis
on n'a pas beaucoup de terrain, mais il y a quand même des choses à faire alentour. Non, c'est ça. Vivre d'autres expériences, d'autres affaires, passe l'été à se baigner, passe l'été à aller à la pêche, puis aller à la chasse aux, je sais pas trop quoi, aux moustiques, puis aux papillons, puis à toutes sortes d'affaires. Là, Grand-maman vient faire la lifeguard. Oui, puis, c'est ça. Ça se baigne. Non, c'est fun. Non, c'est pas... ils sont pas enfermés. non, c'est ça. C'est différent. Ils sont pas en plaindre. Non, je penserais pas. Pour aller dans la même lignée de trouver quelque chose de difficile. Je suis un génie. J'ai une baguette magique, qu'importe. Là. Je peux effacer un irritant, une problématique, quelque chose dans votre day-to-day. Ça serait quoi? Même si c'est irréalisable. Surtout, c'est réalisable. En fait, écoute, moi, en ce moment, dans notre... Si tu me le demandes aujourd'hui, tu sais, justement, ce serait les insectes. Là. Je veux dire, les insectes nuisibles, tu m'enlèves ça de ma charge de travail ou de mon facteur stress en ce moment. Ça change ma vie. Là. Je dors pas mal mieux et pas mal plus longtemps. Là, ça fait une grosse différence. Et ça serait définitivement le numéro 1 de ce côté-là. Là. Ah, même chose pour moi. Les insectes qui m'empêchent de dormir, là, quand je sais qu'on a un petit insecte qui est là, je me dis, oh my god, là, il est juste en train de se peupler puis de proliférer. Fait que si on avait une baguette magique puis de faire disparaître ces insectes nuisibles-là, ils ont le droit de vivre juste pas à l'intérieur de mes serres. C'est toujours ça qu'on dit. Tu sais, eux, ils arrêtent jamais, là. C'est ça, comme elle dit. Nous autres, c'est OK, là, on prend un break, là, on est comme crème, eux autres, ils arrêtent pas. Ah non, c'est ça. Ils attendent pas de fonctionner. Non, eux autres, ils continuent de travailler la nuit, puis tout, là, fait que, ouais. Ah, définitivement. Assez simple, quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu passerais probablement en hiver, puis la question serait différente. Là, c'est juste qu'on est vraiment dans cette problématique-là. Donc, puis encore une fois, c'est pour ça que les pesticides, c'est si courant. Là. C'est tellement, c'est un irritant, justement, les insectes, qui est facile à gérer avec les pesticides. Il y a un coût à ça. Il y a définitivement un coût, justement, qu'on décide, nous, de ne pas payer. Mais, c'est compréhensible que, justement, ça soit si populaire. Parce que, encore une fois, c'est difficile. Puis au niveau de la productivité, on en perd aussi à cause des insectes. Mais on a décidé de faire le choix, justement, d'avoir un milieu de travail qui est sain, puis d'avoir un produit, justement, qui est sain. Là. Mais puis, tu sais, on a aussi, on n'a pas une énorme superficie de culture, fait qu'on est capable de gérer à l'échelle qu'on a. Comme, tu sais, je parlais un petit peu plus tôt d'un insecte, on a la chrysomèle rayée du concombre, tu sais, qui est dans nos plants de concombre actuellement. Ben ça, c'est une serre. Puis, je veux dire, moi, le matin, on prend, tu sais, on le fait manuellement, là, tu sais, fait que, comme je disais, on a nos raquettes de racquetball, qu'on met des pièges autocollants, puis là, qu'on piège on attrape les chrysomèles de cette façon-là. Si t'as, tu sais, une grosse superficie de serre, tu peux pas demander à tous tes employés de passer avec une raquette puis des poignées au vol, là, tu sais, fait que... C'est une baguette magique. Ah, c'est une baguette magique, là, ça règle, là, tu sais. Ton café, la baguette. C'est fini. Ça change une vie. Ah, vraiment. Ça qui garnir son compte de banque. Ah, ben là, ça c'était la deuxième affaire. Comment que vous entrevoyez l'avenir? Ben, il y a définitivement une demande pour le marché. Nous, on croit que justement le modèle d'agriculture à échelle humaine en sert beaucoup, surtout dans le milieu urbain. Il y a des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Puis je pense que c'est l'avenir justement de l'agriculture beaucoup. Plus petite superficie, plus de producteurs, justement pour garantir, parce que ta clientèle, ta famille, tout ça, tu t'assures d'avoir un produit de qualité parce que justement, tu as le contact direct avec les gens. Tu vends directement aussi, donc au niveau de la rentabilité, c'est plus facile à... Il n'y a pas de middleman. Exact, où les marges sont vraiment bouffées beaucoup par justement les distributeurs. Donc, non, je vois, je suis optimiste pour l'avenir de ce côté-là. C'est sûr que c'est assez difficile dans les dernières années d'essayer de voir des tendances. Puis moi, celui qui a de prédire en ce moment surtout la tendance dans 2-3 ans, ben, bravo à lui. Mais ouais, il y a eu beaucoup d'incertitudes, donc c'est plus difficile de ce côté-là.
Au niveau des ventes en ce moment, parce que justement, avec l'inflation, avec le coût du carburant, avec justement tout ce qui se passe dans le monde, le modèle un peu post-pandémie, là, on voit que les gens sont un peu plus, je ne vais pas dire craintifs, mais prudents de ce côté-là au niveau de leurs dépenses. Donc, ils regardent plus, au niveau, il y en a une couple, il y a des gens ou au moins une tranche qui ont décidé de faire un choix au niveau alimentaire, là, de justement avoir une moins grosse partie de leur budget attribuée à ça. Puis ça se reflète dans nos ventes. Mais encore une fois, je pense que le modèle que nous, on a décidé d'adopter, qui est une petite production diversifiée, dans un secteur qui est très urbain, qui a un gros marché, qu'on peut faire la distribution directe. Je pense que ce modèle-là a un bel avenir. Puis c'est un modèle, en fait, qu'on voudrait même là, permettre à d'autres gens d'adopter. Là. Mm-hmm. Parce que je ne crois pas beaucoup dans le modèle d'agriculture qui va faire que 3 grandes entreprises vont nourrir la population avec un produit de qualité. Là. J'y crois pas. Fait qu'on essaie vraiment de refaire venir de l'avant justement l'agriculteur de famille, mais on est au Québec, donc le champ a une durée de vie qui est quand même minime. Le climat change, mais... On ne peut pas tout faire pousser ici, que les gens peuvent goûter à l'épicerie, mettons. Non, puis tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude de manger de la tomate toute l'année, tu sais, c'est difficile de dire, OK, ben maintenant, si on prend juste des produits du Québec, tu vas en avoir pendant 3 mois. C'est qu'avec les serres, justement, on peut avoir une grande diversité sur une grande période. Puis c'est complémentaire avec ce qui se fait en champ, c'est certain. Mais il y a vraiment une niche de ce côté-là qui est super intéressante, qui est nécessaire, je crois, pour l'avenir. Puis encore une fois, on a besoin de petits producteurs, de familles qui vont se lancer là-dedans. Puis je pense qu'en démontrant que le modèle est viable, que justement, on peut gagner notre vie avec ça, puis avoir une belle qualité de vie, puis justement, tu sais, encore une fois, on ne se rendra pas riche, là, mais juste de démontrer que le style de vie nous convient, puis on peut justement aller chercher un équilibre, mais ça va inciter des gens à se lancer là-dedans. Alors, moi, c'est ça, je veux rajouter parce que je trouve que dans les dernières années, avec la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui a été mis très de l'avant, puis qui est bien à la mode de parler d'autonomie alimentaire, tu sais, puis... Comme Pat disait, je suis convaincue que ça passe par la production en serre. Tu sais, si on veut avoir une autonomie alimentaire ici au Québec à l'année, ou en tout cas presque à l'année, il faut qu'il y ait des serres, il faut qu'il y ait de la culture en bâtiment, de la culture justement dans différentes structures, là, peu importe. Puis il y en a plein de modèles qui existent. Donc, puis c'est des modèles qu'on est capable de mettre justement en milieu urbain, en pleine ville, puis dans plein de villes au Québec. Là. Donc, c'est vraiment un modèle, je pense, qui est à prioriser pour les années futures. Plein de petits. Oui, c'est ça. C'est le fun, c'est ça qu'il faut aussi. On ne peut pas faire pas sûr que ça va continuer de même, mais je continue. Oui, c'est ça. Si t'es pessimiste en agriculture, ça tu sais, parce qu'à chaque année, c'est comme... Ouais, c'est ça. À chaque année, t'es comme, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis dans ta tête, si tu pars en disant déjà que ça va être un échec, tu t'en rends compte au fur et à mesure de l'année. À place, c'est ça que tu fais, c'est ça. Un échec. Là, il va en avoir, là, tu vas en rencontrer, mais tu es aussi bien de commencer l'année en te disant comme, OK, je pense que cette année, on a figuré comment tout va bien aller. Ouais. C'est aussi moins déprimant. Exact. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, peut-être quand on finit en automne, on est plus comme, le tout va mal, tu sais, puis quand justement, par le temps que l'automne, on a passé l'automne, que l'hiver commence, là, on est reparti sur... avec les nouvelles c'est ça. La renaissance, tout va bien. C'est un cycle, ça. Exact. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez que vos enfants continuent dans vos chaussures? Ben, ça, c'est une bonne question, là. Nous, en tout cas, moi, personnellement, je me suis pas encore posé cette question-là. Nous, on est encore, tu sais, dans le mode démarrage, relève de l'entreprise. Fait qu'on n'a pas vraiment pensé à si nos enfants vont prendre la relève, mais Patrick, tantôt, il en a parlé. Si un jour, ils décident de prendre la relève, c'est parce qu'ils vont avoir vu que c'est un style de vie qui est sain, qu'on a une charge de travail ou une conciliation entre le travail et notre vie familiale qui est saine aussi. Fait que, puis que justement, ils vont pas travailler toute leur vie pour 2 cents, là, finalement, au bout de l'année. Là. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de travailler, puis que ce soit pour nos enfants ou pour n'importe quelle personne ou entité, peu importe, là, qui va prendre la relève éventuellement de notre entreprise. Là.
Ouais, je pense que c'est ça. On veut en fait bâtir une entreprise qui va être en santé, qui va perdurer dans le temps, au-delà de nous, que justement que ce soit intéressant pour quelqu'un de prendre la relève et de continuer cette mission-là qui est de nourrir les gens. Maintenant, est-ce que j'aimerais que ce soit nos enfants plus que... Tu sais, de ce côté-là, j'ai pas trop d'attentes. J'espère juste que mes enfants trouvent vraiment ce qu'ils vont aimer faire, qu'ils se lancent là-dedans. Donc, pour moi, l'agriculture, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, est-ce que ce sera ça pour eux? Je le sais pas. Si, par exemple, c'est quelque chose qui les intéresse, je vais leur laisser je vais leur laisser l'opportunité. En fait, on veut leur donner l'opportunité d'avoir une entreprise, de connaître du succès là-dedans. Là. Donc, c'est plutôt ça que je vise. Puis encore une fois, là, ils n'ont pas le choix de travailler dans l'entreprise. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, justement, là, ils auront le choix de faire ce qu'ils veulent. Là. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont vu aussi, nous, tu sais, moi puis Patrick, faire le changement, tu sais, prendre une décision de faire le changement, de quitter un emploi qu'on avait pour partir un nouveau projet. Ils ont assisté à ça, ils ont vu ça, ils sont tu sais, comment dire, sont pas juste... C'est un beau modèle à voir aussi. Ouais, mais tu sais, puis je veux dire, peu importe qu'ils décident de faire ça en agriculture ou dans d'autres choses, moi, je suis juste fière puis je suis contente qu'ils ont vu, justement, ils ont assisté puis ils ont participé au fait que ils ont participé à un projet de vie, tu sais, qu'on avait pour nous, mais pour notre famille. Fait que c'est quelque chose qui est possible pour eux autres aussi, tu sais, de se lancer dans quelque chose, puis finalement de dire non, ok, ça marchera pas, je suis pas pris là-dedans, je peux faire autre chose, tu sais. Comme je dis, tu sais, moi, la semaine passée, tu sais, j'ai gradué de ma technique, puis ils ont assisté à ma graduation, puis ils m'ont vu, tu sais, me faire remettre mon diplôme, puis tu sais, ça arrive pas juste en secondaire 5, ça, là, tu sais, ça peut arriver aussi. Pas d'âge aussi. Exactement. Pour reprendre des études ou encore pour changer de carrière. Voilà. Tu sais, fait que si c'est ça le modèle qu'ils ont pu voir, puis qu'ils peuvent, tu sais, je veux dire, mettre de l'avant dans leur vie à eux, dans peu importe le domaine, ben, ça sera déjà ça aussi, là. Beau modèle de persévérance. C'est pas la première ou la dernière fois qu'il va graduer non plus. C'est ça, exact. Fait que c'était pas la première, ça sera pas la dernière, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est ce qu'on dit. On dit si on n'est pas heureux dans une situation où on pense qu'on serait plus heureux dans une autre, faut pas avoir peur de poser les gestes pour faire le changement. C'est ce qu'on a fait. Et encore une fois, si les gars tombent dans notre modèle d'affaires qui on l'espère connaître du succès, ben tant mieux. Puis s'ils décident que pour eux, c'en est un autre, ben, un autre domaine. Ouais, c'est ça, exactement. On va pas les retenir là-dedans. Là. On va les encourager. Je pense que c'est comme quasiment la pire chose à faire, là, de forcer. Non, puis tu sais, l'affaire, c'est qu'on est des producteurs agricoles, mais on est des gestionnaires d'entreprise aussi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier, dans le fond, tu sais, dans le modèle. Puis on gère une business, là, peu importe. On gère des employés, on gère des payes, on gère des commandes, on gère des réceptions de commandes, tout ça. Fait que tout ça, ça fait partie aussi de l'entreprise. Fait que c'est ça, tu sais, c'est bien beau faire pousser des légumes, puis c'est super, mais il y a tout le reste qui vient avec aussi, là, tu sais. Ouais. Exactement, tu sais, c'est une partie de tout le reste du travail qu'il y a à faire, là. Est-ce que vous avez un projet, soit passé, présent, futur, ou une épreuve, quelque chose que vous aimeriez partager, là, pour donner espoir, ou soit comme des fois allumer des étincelles, là, dépendamment dans quel port qu'on va, là. On a des projets, c'est certain. Là. Nous, on voudrait vraiment justement développer un modèle en serre. T'sais. Le modèle qu'on vit en ce moment, ce qu'on veut, c'est qu'il se réplique ailleurs en Outaouais, ailleurs à Gatineau. Nous, comme je dis, on a l'ambition de nourrir 500 familles, mais à Gatineau, on s'entend qu'il y a pas mal plus que ça. Mais c'est pas notre ambition à nous d'avoir 10 fois la superficie en serre. On pense que les petits producteurs, encore une fois à échelle humaine, avec une distribution directe, avec, tu sais, justement, on travaille en ce moment sur la captation du CO2. Là, on chauffe au gaz naturel, donc capter le CO2, réinjecter le CO2, développer justement une méthode qui est plus environnementale. Mais on aimerait pouvoir justement tout mettre ça sur papier puis pouvoir permettre un peu avec ce que Jean-Martin Fortier a fait avec la culture en champ, là, bio-intensive en champ. Et nous, on pense qu'il y a un modèle, surtout à Gatineau, mais probablement aussi dans d'autres grandes villes du Québec, un modèle d'agriculture qui se ferait, là, qui est au niveau familial, au niveau à petite échelle. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. C'est notre projet là, de notre héritage là, qu'on veut laisser. Ouais.
on veut pas grossir comme en fait on veut pas avoir plus de superficie. On dit souvent, on veut grossir par en dedans, tu sais, fait que rentabiliser encore plus nos espaces, rentabiliser nos cultures, rentabiliser aussi, dans le fond, notre temps, là, tu sais, la façon qu'on fait pousser, tout ça, fait que c'est vraiment plus de cette façon-là, finalement, qu'on veut grossir ou, tu sais, agrandir, là, nos projets à ce niveau-là. Et partager cette information. Oui, on exact. veut vraiment que notre expérience, ce qu'on met en place, soit partagé pour que d'autres gens qui voudraient se lancer dans le domaine partent déjà avec une base au niveau de données financières, de données de production, de méthodes, de blueprints, qu'il y ait vraiment un gabarit là, qui leur permettrait de connaître du succès dès le départ. Là, parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui part avec un 2-3 ans qui peuvent se permettre pour apprendre. On est les seuls à Gatineau là, vraiment qui sont producteurs en serre, maraîchers, diversifiés. Donc, je suis prêt à m'engager, mais tu sais, je ne pourrais pas former l'entièreté des candidats si le modèle vraiment là, va de l'avant. Donc, donner la chance aux gens d'avoir accès à cette information-là pour pouvoir lancer un projet. Est-ce que tu trouves que le partage d'informations, c'est quelque chose qui se fait un peu moins en agriculture? Je trouve qu'il se fait de plus en plus. Je trouve qu'à une autre époque, du moins ce que j'ai comme les secrets de Polichinelle, on ne partage pas nos réussites, on ne partage pas nos défis non plus parce qu'on ne veut pas... J'ai trouvé comment le faire, ça fait que je le dis à personne parce que l'autre prendra 5 ans pour le figurer. Je trouve que c'est une vieille mentalité, sans vouloir être méchant un peu, là, mais je trouve qu'à une époque, puis peut-être qu'à une époque où le Québec, on avait beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs, là, il y avait vraiment plus d'offres sur le marché. Là, c'était un petit peu plus compétitif, donc là, vraiment... Mais aujourd'hui, là, des producteurs au Québec, on importe tellement de bouffe par rapport à ce qu'on exporte, tu sais, on a tellement de place pour de nouveaux producteurs, puis honnêtement, c'est plus simple quand tu as des collègues avec qui, justement, tu peux partager que si un problème au niveau de la nouvelle information, au niveau de l'infrastructure, au niveau des produits. T'sais, moi, je travaille avec nous, on travaille avec plein de producteurs de la région, là, puis je vais acheter des produits qui ont disponibles en champ que je ne fais pas, ou même en serre des fois. Comme on a dit, si j'ai une baisse de production dans une de mes productions, j'ai d'autres producteurs dans la région qui ont la même vision que moi, qui travaillent de la même façon que moi. Et quand j'ai de leurs produits ici, c'est la même qualité. Mm-hmm. Donc, non, je trouve qu'il y a une ouverture de ce côté-là de plus en plus. Maintenant, il y a de la place encore pour beaucoup de producteurs dans la région pour le marché qu'on a. Mais non, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore du travail à faire, mais ça se voit de plus en plus. En tout cas, c'est la relation que nous, on a avec nos partenaires. Oui, vraiment. Puis c'est ça qu'on a avec tous les autres producteurs, nous autres, avec qui on fait affaire. Là. On les voit pas comme des compétiteurs, on les voit vraiment comme des collègues. Là. C'est ça, exactement. Puis je trouve qu'il y a une richesse aussi, tu sais, de partager tout ça, parce que la réalité agricole, c'est pas une réalité qui est connue nécessairement de tout le monde, puis c'est pas quelque chose qui parle non plus à tout le monde. Tu sais, quand tu leur dis... que t'es fatigué, tu parles de ça des fois, tu sais, à tes clients, c'est sûr qu'ils comprennent pas la même réalité que si tu dis ça à un autre producteur, c'est ça, exactement. Donc, non, c'est ça, puis tu sais, on est membre d'à peu près on est membre, tu sais, de la Fédération de la relève agricole, des agricultrices du Québec, de l'UPA, tu sais, bon, de plein d'organisations où on a la chance, justement, tu sais, d'avoir des contacts avec ces producteurs-là, puis de partager des fois des réalités que justement qui comme propre à nous tous là, si on veut, mais qui fait du bien justement de partager, tu sais, ça fait du bien de partager tout ça, puis que ce soit des bons coups, des défis, peu importe, ça fait juste du bien de partager souvent là, fait que qui vit sensiblement la même exactement. On peut plus se comprendre. Voilà. De ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire, mon Dieu, on parle dans mes mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à quelqu'un qui s'y connaît pas en agriculture? Genre, absolument rien. Comme, est-ce qu'il y a quelque chose, un message ou des paroles? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à ces gens-là? Que peut-être qu'ils ne savent pas où commencer pour venir soutenir l'agriculture plus locale? Ben moi, tantôt, j'en ai parlé, puis je pense que c'est vraiment important de mettre l'emphase là-dessus, mais c'est de dire que justement, tu sais, on est des producteurs agricoles,
mais on est des gestionnaires d'entreprise. Donc, tu sais, nous, on est partis avec un bagage de professionnel. On avait d'autres jobs avant, puis tout ça, qui nous servent encore aujourd'hui, tu sais, qui nous servent vraiment beaucoup. Fait que toute l'expérience de vie, l'expérience professionnelle qu'on a acquise, ben, ils nous servent encore aujourd'hui, tu sais. Faire pousser des légumes, comme je dis, on l'a appris, tu sais, c'est quelque chose qu'on a été capable d'aller chercher les connaissances. Donc, ça peut être donné à tout le monde, finalement, de faire ça, tu sais. Ça appartient un peu à tout le monde de donner les efforts où ils veulent, mais finalement, tu sais, c'est quelque chose que tout le monde, c'est ça, que je veux dire, dans le fond, tout le monde peut faire parce que tout le monde est capable d'avoir les capacités, puis tout le monde part avec une expérience qui peut être utile là, dans ce domaine-là. Ah oui. Puis, à l'extérieur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à un agriculteur qui n'est pas nécessairement dans votre production, ou même à votre production aussi, mais est-ce qu'il y a un message que vous pourriez dire à quelqu'un qui vit sensiblement les mêmes choses, mais qui ne vit pas les mêmes choses? C'était très clair. Ouais, non, c'est bon. J'y ai pensé à cette question-là, puis honnêtement, tu sais, j'ai de la misère à voir ce que, à part, j'aimerais beaucoup, qu'on ait la chance de se rencontrer, de discuter. Puis je le fais, tu sais, on le fait beaucoup à travers le marché de l'Outaouais et ces choses-là. On est en contact quand même avec beaucoup de producteurs que je vois au moins quelques fois par année pour discuter des enjeux, ces choses-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on vit tous à peu près les mêmes choses, malgré qu'on est dans différentes productions, des stress un peu différents, mais les marchés, ça ressemble beaucoup, puis ces choses-là. Tout ce que j'aimerais leur dire, c'est je vous souhaite que ça va bien, bonne chance. Je vous souhaite l'année d'exception où tout va bien. Puis, on souhaite du succès, dans le fond, à tout le monde. C'est ça, que ça rayonne, que ça rayonne pour tout le monde, finalement. Quand on parle de production locale ou de production à petite échelle, ben, que ce soit pour des vaches, du porc ou peu importe, des fraises ou de la production maraîchère comme nous, tout le monde y gagne là, finalement. Là, fait que on fait des bonnes tomates, fait que vous pouvez venir goûter. C'est bon, est-ce qu'il y a quelque chose que on a passé trop rapidement ou que je n'ai pas assez à poser de questions? Est-ce qu'il y aurait un petit quelque chose que vous voudriez rajouter avant le mot de la fin? Je pense pas qu'on peut dire qu'on est passé trop rapidement sur quelque chose. Oui, c'est ça. On a quand même vous avez des super bonnes explications. On parle beaucoup, on s'exprime beaucoup sur ce qu'on vit, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on pense. Mais c'est ça la passion, hein? Oui, exact, c'est ça. Quand on aime quelque chose, on parle... On est vraiment passionnés, c'est ça. On est vraiment passionnés par ce qu'on fait. On aime vraiment ce qu'on fait. On est super impliqués au sein de notre entreprise, mais on s'implique aussi dans plein de comités. Là, on fait partie Pat fait partie de différents conseils d'administration. Moi, de mon côté aussi, je fais partie de différents conseils d'administration parce que justement, ça dépasse clairement, dans le fond, nos intérêts professionnels. Là. Ça nous touche personnellement, professionnellement, famille, couple, etc. Fait que on est vraiment passionnés par ce qu'on fait, puis on veut que ça perdure. Puis c'est pour ça, justement, qu'on est tellement ouvert, puis c'est ça l'intérêt, puis c'est ça le but de tout ça, c'est que ça vive au-delà de nous autres, par notre entreprise, puis par celle de tout le monde. Là. Fait que... C'est un beau mot. C'est ça, hein? C'est un mot de la fin, ça? Mais là, on va me corriger si je me trompe, mais c'est la première fois que je suis dans un magasin, dans tous les enregistrements. Donc, si vous voulez, vous pouvez plugger vos heures d'ouverture. On peut y retrouver dans votre magasin. Puis, où est-ce que je suis située en ce moment? C'est quoi l'adresse? En fait, nous sommes situés au 1984 Maloney-Est à Gatineau. Donc, pour l'instant, on est ouvert du jeudi au dimanche. Donc, c'est nos heures là, printanières. On va avoir là, justement de nos produits, tomates, concombres, poivrons, laitue, haricots, et bientôt du gingembre. On fait beaucoup puis beaucoup de nos produits transformés aussi. Mais on fait aussi beaucoup la promotion de l'industrie locale. Là. Donc, dès qu'il y a des produits, ben, en fait, là, on a eu... la ferme Chapeau-Melon qui nous vend là, depuis le début de la mesclun, des carottes en ce moment. Des épinards. On va avoir la ferme La Belle Saint-Amour qui vient ici. On a Monsieur Limonade qui nous fait une limonade qui est vraiment délicieuse. Oui, c'est ça. On a des fraises de la ferme Saveur des Monts parce que là, les fraises viennent de sortir. Fait qu'on a vraiment plusieurs producteurs avec qui on fait affaire. Puis on a leurs produits ici, ceux que nous, on produit pas, justement pour avoir une plus grande diversité. Ouais. Puis justement, comme on le disait, c'est des collègues. Là. Donc, nous, on a la chance d'être situés sur le boulevard Maloney, donc vraiment à proximité. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent ici.
Donc, on donne la chance là, à plusieurs producteurs de la région de bénéficier de cet espace-là. Être bien situé pour... Exact. Donc, vous allez trouver ici tout ce qui se fait au Québec selon la saison. Comme je dis, nous, nos saisons sont très longues, mais même en champ, tout ce qui est disponible. C'est toujours des produits frais, c'est toujours des produits d'ici, puis c'est toujours des produits qui rencontrent là, la vision de moi et Caroline sur comment l'agriculture devrait se faire. Fait que là, en ce moment, c'est ça. Puis dans notre saison plus morte, justement, dans le temps de Noël, on a toutes nos marinades, nos sauces, nos ketchup, nos salsas aussi, que notre super Francine, notre cuisinière, elle nous cuisine avec plein d'amour. Donc, c'est ça, on essaie d'être là le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Super! Venez faire un tour, les gens qui nous écoutent, les gens du coin. Donc, merci encore beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Merci, Vicky! Merci pour ton écoute et d'être au rendez-vous épisode après épisode. J'aimerais faire une petite clarification au niveau des heures d'ouverture pour les serres Gatineau. Donc, ils sont présentement sur l'horaire d'automne, donc ouverts du vendredi au dimanche. Ils vous invitent à consulter leur page Facebook pour avoir les dernières informations à jour. Petit rappel aussi que Petit Bouton Rose t'offre 15% de rabais sur ta prochaine commande avec le code promo Vicky15, donc c'est le VICKY15. Pour ne rien manquer au sujet du balado et des articles de Petit Bouton Rose, je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux, donc la page Facebook du balado, ainsi que la page Facebook, Instagram, TikTok et la chaîne YouTube de Petit Bouton Rose. Je t'invite aussi à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube justement pour regarder les belles images envoyées par Caroline de leur serre. Sur ce, je te dis à la prochaine!